Salut, c'est Jean-Marc et bienvenue dans ce nouveau module qui s'intitule « Pourquoi les passagers de ce train n'ont pas vu arriver ce terrible déraillement ?» Et on va voir ensemble 3 symptômes du surentraînement. Et il y en a plus que ça, mais on va en voir 3 ensemble. Alors c'est 7 semaines qu'il te faut pour te transformer en meilleur coureur, tu le sais, donc j'espère que tu as commencé à réfléchir à tes futurs entraînements, à ce que tu allais mettre en place. Alors, je reçois de nombreux commentaires et réponses suite à mes emails, à mes newsletters ou à travers mes sites. Et si tu vas envoyer un petit message, je vais y répondre personnellement prochainement. Je réponds toujours, même si parfois cela peut prendre plusieurs jours. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on étudie une réponse que j'ai reçue, pour voir les erreurs qui ont été faites et ce que tu dois faire pour ne pas les commettre. C'est un commentaire de Karine, qui me dit ceci. J'ai fait un marathon en juin et depuis, pas trop de motivation, car j'ai mal à la naissance de la cheville. L'ostéopathe m'a remis en ligne, enfin ce qu'il a pu. Depuis, je fais du vélo de route et j'ai toujours du mal à concilier les deux. Mes acolytes de course sont blessés et je n'aime pas courir la nuit. Enfin, pas de grosse motivation et d'habitude en janvier je fais un trail de 23 km, mais cette année pas d'envie, aucune liste de courses faite à ce jour. Voilà, des primes en vue docteur. Alors, revenons tout d'abord sur les blessures. Les blessures, c'est bien la hantise numéro 1 du runner, car elles t'empêchent de courir, même temporairement, et c'est une énorme frustration qui s'empare de toi, car très souvent, tu restes à la maison sans rien faire, ou tu regardes la télé, assis dans le canapé, ou plutôt affalé dans le canapé, avec un paquet de chips ou une cornée de glace près de la bouche. Mais Karine n'était pas la seule, ses compagnons de course sont également blessés. Comme d'ailleurs 70% des coureurs qui se blessent selon une étude américaine. Bon, c'est vrai, je le sais et je le répète souvent, mais il faut que cela rentre dans ton esprit par rapport à cette étude. Peut-être que tu as déjà été blessé également. Et pour les éloigner, il faut chercher les erreurs. Ce n'est pas évident quand on a la tête dans le guidon, quand on prépare un marathon par exemple, lorsqu'on s'entraîne en groupe aussi, et qu'à côté on a la famille, les enfants, les amis, la vie professionnelle aussi. Il faut tout gérer à la fois et ce n'est pas évident. Et prendre du recul, malheureusement ça se fait très souvent qu'au moment où c'est qu'on est blessé. J'ai donc suggéré plusieurs pistes à Karine pour le rétablissement de sa cheville. Par exemple, je lui ai dit d'aller voir un podologue, parce qu'elle a toujours du mal en courant, donc peut-être que suite à sa blessure, il y a eu une modification de sa foulée, donc du coup, il y a un changement des appuis, et voir avec le podologue ce qu'elle peut faire. Également, je lui ai conseillé de reprendre la course à pied, mais plutôt pas anti-détente, mais sans se fixer d'objectifs, sans se fixer de course, recommencer tout naturellement à courir plutôt sur des terrains meubles comme des chemins par exemple. Mais c'est pas ce qui m'a alerté. Ce qui m'a vraiment alerté dans ce qu'elle a dit, qu'est-ce qui ne va pas alors, c'est que elle et tous ses compagnons d'entraînement sont blessés. Alors tu connais certainement cette expression autour de la théorie de la coïncidence. Une fois c'est du hasard, 2 fois c'est une coïncidence, et 3 fois c'est l'action de l'ennemi ou alors c'est un complot. Ce que je veux dire par là, et ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a aucun hasard quand tout un groupe de coureurs est blessé. Cela vient uniquement d'un seul facteur. Lequel? L'entraînement. Ou plutôt, le surentraînement. Car soyons clairs, pour arriver à un niveau de fatigue extrême qui entraîne des blessures et une lassitude dans un groupe de coureurs, c'est que le surentraînement est passé par là. Le point faible des groupes est l'allure générale et non individualisée. Tu as tendance à suivre plus fort que toi, à t'accrocher au groupe et à ne pas respecter tes propres allures. Même inconsciemment. Alors de plus, quand on a un objectif en commun, les coureurs ont aussi tendance à faire de chaque entraînement une compétition. Même inconsciemment, je le dis toujours, et toujours finir devant le copain est un mécanisme que l'on enclenche régulièrement, même inconsciemment. Et si tu ne cours qu'en groupe, tu dois te méfier du pouvoir d'attraction du groupe. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Si plusieurs membres du groupe arrêtent de courir, alors les membres restants arrêtent aussi. Tu as pu le constater si tu fais partie d'une association d'un club, ou que tu fais encore partie de cette association ou de ce club. Par exemple, en période de vacances, il y a très souvent des entraînements communs qui sautent, parce que l'entraîneur est pas là, parce que tout le monde part au sport d'hiver, etc. Donc, les entraînements sautent. Et que se passe-t-il pendant ce temps-là? Est-ce que les autres membres vont aller courir seuls ou en plus petit groupe, par exemple?
Quelques-uns oui, mais la majorité ne fera rien et attendra la reprise d'entraînement. Donc oui, pour les sorties en groupe, mais à certaines conditions. Si tu es capable de surveiller tes allures pour rester dans une proche par rapport que tu as défini par rapport à les tests VMA, par rapport à ton objectif à toi. Et s'entraîner aussi seul, car ce n'est pas une punition d'aller courir tout seul. Et cela aussi renforce ton mental tout en t'apprenant la gestion de tes allures. Maintenant, je te l'avais promis, voilà 3 symptômes pour éviter le surentraînement. Il y en a plusieurs, mais on va en faire 3 pour aujourd'hui. Car, on vient de le voir, c'est la cause des blessures de ce groupe. Il y a des signaux qui peuvent t'alerter si ton système va dérailler. Comme ce train que je te parlais pour le titre. Je t'en propose donc 3 aujourd'hui. Le premier symptôme. Une augmentation de ton rythme cardiaque au repos et une tension artérielle élevée. Maintenant, avec les dernières montres de GPS qui possèdent le cardio-poignet et le suivi du sommeil, il est facile de connaître ces pulsations au repos. Si tu constates que ta moyenne est en train d'augmenter, c'est que tu rentres dans une fatigue passagère plus importante. Tu vas devoir alors faire un petit tour de table mental et te poser ce genre de questions. Mes entraînements se fatiguent-ils trop, Mes entraînements me fatiguent-ils trop? Ma vie familiale ou professionnelle est-elle plus agitée qu'avant? Est-ce que je dors bien en ce moment? Et même si tu n'es pas en période de surentraînement, je t'invite régulièrement à te poser ce type de questions. Tu les notes sur une feuille de papier et chaque mois, tu réponds oui ou non. Et si tu réponds oui sur 2 ou 3 des questions, alors là, tu pourras te poser aussi des questions sur ton entraînement avant que les symptômes arrivent ou que le surentraînement arrive et la blessure. Le deuxième symptôme, c'est un état de santé déficient, c'est-à-dire les infections. Si tu as tendance à tomber malade sans qu'il y ait un virus dans les environs, cela peut aussi être dû à la fatigue excessive, parce qu'un corps très fatigué va puiser dans ses réserves et ne pourra plus produire ces anticorps nécessaires pour se protéger. Au-delà de te poser les questions que je t'avais parlé ci-dessus ou juste précédemment, tu peux aussi t'interroger sur ton alimentation pour savoir si elle t'apporte tous les nutriments dont ton organisme a besoin. Le troisième symptôme, ce sont des douleurs musculaires ou articulaires persistantes. Être fatigué après un entraînement est tout à fait normal. Avoir quelques douleurs peut aussi faire partie du processus normal. Mais si tu as une douleur qui persiste sur une période assez longue, une semaine par exemple, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Cela peut provenir d'un surentraînement, mais pas obligatoirement. Ta façon de courir, ta gestuelle de course peuvent aussi entraîner des contraintes musculaires et articulaires. Ces contraintes font que ton organisme va se mettre en mode alerte et qu'il va t'envoyer des signaux sous forme de douleur ou de contracture par exemple. Contracture persistante, parce qu'une contracture en soi n'est pas vraiment gênante. Ce que tu dois savoir aussi sur le surentraînement. Le surentraînement, ou overtraining, t'as vu comme je prononce super bien l'anglais, est une accumulation de fatigue physique et physiologique, qui entraîne une chute des performances chez les sportifs. Tu dois savoir qu'à chaque séance d'entraînement, le coureur soumet ses muscles à des efforts plus ou moins importants, et que cela nécessite une période de récupération. Car le surentraînement intervient lorsque les muscles trop sollicités ne peuvent plus produire d'efforts. Et souviens-toi de ceci, la principale cause du surentraînement chez le coureur reste tout de même un excès du volume des séances de course associé à une récupération trop courte ou de mauvaise qualité. Dans le prochain audio ou vidéo, je te donnerai la réponse de Karine et je te dirai alors pourquoi les applications running, c'est de la merde en boîte. Et n'importe laquelle, hein. Il n'y en a pas une qui est supérieure à une autre, surtout dans un domaine. Donc, en attendant, je t'invite à te poser des questions autour de ça. Tu peux d'ailleurs me répondre en m'envoyant un petit email pour me dire ce que tu as pensé de cet audio ou en répondant aux questions par rapport à ton état de forme. Et je te retrouve à très vite. Bon run, bye bye.